puisque Frédéric Lordon, qui est notre invité et que je salue au passage, Bonjour, publie On achève bien les Grecs, chronique au pluriel de l'Euro 2015, un livre qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent et qui est en fait tiré d'un certain nombre de vos chroniques du monde diplomatique, du blog que vous tenez hébergé par le monde diplomatique. Un livre qui revient sur une séquence de 6 mois, séquence grecque qui va de l'élection de Syriza, de Tsipras, en janvier 2015, soit il y a un siècle aujourd'hui, à l'accord signé par Alexis Tsipras avec l'Eurogroupe le 13 juillet dernier. Pour dialoguer avec vous, pour vous interroger avec nous autour de la table, nous avons proposé à une philosophe qui travaille sur la démocratie de nous rejoindre. C'est Sandra Laugier. Bonjour. Bonjour, vous aviez signé avec Albert Augien le principe démocratie il y a un an de cela. Vous étiez d'ailleurs venu en parler autour de la grande table. Et si nous vous avons invité à discuter aujourd'hui avec Frédéric Lordon autour du thème de la démocratie, c'est parce que c'est précisément, me semble-t-il, le cœur de votre ouvrage, Frédéric Lordon, le révélateur qu'a été la Grèce est un révélateur pour vous, a d'abord été un événement considérable, vous allez nous dire en quoi, et il a été le révélateur sans doute du caractère profondément antidémocratique du fonctionnement de l'Union européenne, révélateur non pas à vos yeux, vous le saviez depuis longtemps, mais sans doute aux yeux de beaucoup d'autres observateurs. Frédéric Lordon. Alors en effet, quoiqu'ayant des réserves de principe qui m'ont d'ailleurs donné quelques scrupules avec les livres de chronique qui ne constituent pas à mes yeux le geste le plus glorieux de l'auteur, je me suis quand même décidé à faire ce livre pour cette raison qu'il me semblait qu'il y avait lieu de marquer le coup. Et le coup qu'il y avait à marquer, en l'occurrence, tient dans cet effet de révélation qu'a eu l'épisode grec, au terme duquel tout a été mis à nu. Tout a été là, sous nos yeux, spectaculaire. La brutalité, la violence institutionnelle sans phare se sont enfin révélées à nos yeux, et en soi, c'est un événement qui est tout à fait considérable. Comme l'était au départ l'événement Syriza, l'arrivée au pouvoir du gouvernement Syriza, qui, si l'on y réfléchit, constituait en réalité la première véritable alternance politique en Europe depuis des décennies, puisqu'on ne saurait tenir pour des alternances politiques les successions du même et du même qui voient se succéder ou la droite libérale ou la gauche libérale, les uns s'enchaînant les uns derrière les autres. Donc c'était un événement considérable, et d'ailleurs les grands Européens ne s'y sont pas trompés, qui ont d'emblée senti la menace et formé le projet de faire la peau à cette expérience pour que surtout elle n'ait aucun émule. Et je pense que c'est vraiment de cette manière qu'il faut interpréter ce supplément de violence qui a donné son caractère spectaculaire à l'événement, puisque Varoufakis, Tsipras, Tsakalatos se sont fait littéralement tabasser dans les arrière-salles de la Commission européenne, et c'est un triste spectacle. Antoine ? Oui, comment expliquer que ce soit si important que personne ne sorte des rails ? Ah, mais c'est parce que vous voulez dire que personne ne sorte des rails macroéconomiques. Mais oui, mais c'est parce que, si vous voulez, c'est là que précisément se donne à voir l'essence même de la construction européenne. Alors, il faudrait faire un vaste détour pour montrer en quoi elle est inspirée par une doctrine qui est d'origine allemande, qui s'appelle l'ordolibéralisme. Alors, c'est un thème qui commence à faire son chemin dans les analyses et dans les médias. Alors même que, le diagnostic pouvait être posé dès les tout premiers moments de la construction monétaire européenne, et même dès les tout premiers moments de la construction européenne tout court. L'ordolibéralisme pourrait se caractériser par la phobie du discrétionnaire. Alors la phobie du discrétionnaire, évidemment, les Allemands sont bien placés pour l'avoir connue, puisque une histoire traumatique leur en a livré 2 épisodes qui ont marqué, je pense, la psyché collective, par-delà le renouvellement des générations d'ailleurs, ce qui est tout à fait impressionnant. Le premier épisode, bien sûr, ça a été l'hyperinflation de 1923, qui est le modèle même de l'abus du discrétionnaire monétaire. Et puis, il y a évidemment le nazisme, qui est l'abus du discrétionnaire généralisé étatique. On comprend que le trauma a été si profond qu'il ait laissé des traces dans les institutions allemandes, qui, à mon avis, s'expliquent essentiellement à la lumière de ces épisodes-là, et à partir du désir de dresser les remparts contre cet abus de la discrétion.
Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la discrétion est le propre même de la souveraineté. Alors évidemment, c'est là qu'il y a une tension qu'il faut affronter, c'est-à-dire où on annule la souveraineté, où on ne lui met aucun garde-fou. Mais en réalité, c'est bien quelque part entre les deux qu'il faudrait se situer. Or, le choix européen, sous hégémonie allemande, il ne faut pas hésiter à le dire, a été d'habiter l'un des pôles de cette alternative et d'enserrer toute la construction économique et monétaire européenne dans un système de règles qui réduisent la conduite des politiques économiques nationales à une pure et simple automatique, sans la moindre possibilité d'ajustement, de flexibilité, donc de discrétion, comme il est requis, par exemple, quand on a à faire face à un événement d'une amplitude exceptionnelle, et ça a été le cas avec la crise financière. Oui, mais Frédéric Lordon, est-ce que ça ne fait pas de l'Union européenne et de son fonctionnement un fonctionnement plus, à vos yeux en tout cas, idéologique qu'antidémocratique? Ce que vous reprochez, au fond, à l'Union européenne, c'est sa politique ou sa structure? Ce n'est pas exactement la même chose. Vous avez raison de distinguer, et ma réponse est les deux, mon général. C'est-à-dire les règles européennes doivent être critiquées, d'une part, pour leur contenu substantiel, spécialement inepte. La réponse substantielle de politique économique européenne a été désastreuse et on en mesure bien les effets par comparaison avec ce qu'a été cette réponse dans le cas de l'économie américaine. Donc les règles doivent être critiquées pour leur contenu substantiel, mais elles doivent également être, et c'est presque le point le plus important à mes yeux, être critiquées pour leur statut formel, qui sont des règles constitutionnalisées. On a constitutionnalisé des contenus positifs de politique économique, et c'est ceci est à mes yeux... Comme par exemple Très simplement, le statut de la Banque centrale, la nature de ses missions, les objectifs de déficit budgétaire, le traitement des dettes, etc., etc. Et ceci est, à mes yeux, l'anomalie démocratique, ou plus exactement antidémocratique, majuscule. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Sandra Logier. Oui, je crois que c'est bien la question de la démocratie qui est au cœur de ce qu'on discute là. Et par ailleurs, je ne suis pas économiste, alors que Frédéric est aussi philosophe. Économiste et philosophe, voilà, Frédéric Lordon. Voilà, mon point de vue est plus partiel. Cela dit, bien sûr, je suis d'accord sur le fait que ce qui s'est passé en Grèce a été vraiment à la fois un choc, quelque chose d'extrêmement significatif et qui a conduit beaucoup d'intellectuels à écrire. Frédéric est le seul qui en a écrit assez pour en faire un livre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de mobilisation et d'espoir. Choc à gauche, hein, pas choc de tout le monde. C'est un point important sur lequel peut-être on reviendra. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je crois que malgré tout, je pense que c'est quand même un événement qui a été un peu saisissant pour toute la communauté. Moi, je ne le limiterai pas à la gauche. Après, les réactions ont été très diverses et les interprétations, les lectures de l'action de Syriza ont été assez différentes aussi à gauche, avec quand même quelque chose de commun et que je partage complètement avec Frédéric Lordon, qui est en effet d'abord la violence de ce qui s'est passé dans la réaction donc de l'Europe, des institutions européennes à la victoire de Syriza et à son entrée dans la conversation politique. Je crois que là, il y a eu quelque chose de très significatif quant au caractère, en effet, non démocratique de ces institutions. Là-dessus, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est apparu de façon extrêmement claire. Après, je crois qu'il y a peut-être une différence quant à la façon dont on peut vraiment interpréter et ressentir aussi l'évolution de Syriza et ce qui s'est passé en Grèce. Ensuite, dans la mesure où ce qui était vraiment exceptionnel et intéressant pour ceux qui s'intéressent à la démocratie, donc dans l'arrivée au pouvoir de Syriza, c'est non seulement, comme vous le dites, qu'il y a eu en effet pour la première fois un mouvement social démocratique qui arrivait au pouvoir, mais il y a eu aussi un fonctionnement en fait de ce pouvoir dans les termes mêmes du mouvement d'origine, c'est-à-dire un fonctionnement effectivement démocratique qui explique donc les évolutions
de Tsipras lui-même. Je vous interromps juste, Sandra Laugier, parce que je pensais que vous m'aideriez un peu à les titiller l'ami Frédéric Lordon, mais en fait, vous ne le faites pas parce que d'emblée, vous partez sur le caractère non démocratique des institutions. Alors, je voudrais juste m'arrêter là-dessus. Mais je voulais le titiller sur autre chose. Alors, voilà, partons, si vous le voulez bien, de ce caractère non démocratique des institutions, Frédéric Lordon, puisque c'est un point crucial dans votre ouvrage, et c'est un point qui me semble pouvoir être discuté, tant il soulève la question subsidiaire, mais pas tant que ça, de la légitimité. Il y a 2 points que je voudrais sur lesquels je voudrais vous titiller, disons. Le premier point, c'est la légitimité. Si je reprends une phrase du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dont vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, il dit « Nous respectons le suffrage universel en Grèce, mais la Grèce doit aussi respecter les autres, les opinions publiques et les parlementaires du reste de l'Europe. » Alors est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec ce vous auriez aimé que Tsipras ait raison, qu'aujourd'hui vous tenez ce discours-là, même si encore une fois vous le tenez depuis longtemps. La question c'est comment l'Europe démocratique doit-elle traiter un pays qui décide démocratiquement de sortir du rang. Et la deuxième question, qui est une question sous forme de réserve ou de critique, c'est qu'on peut vous opposer que la Grèce a longtemps profité des institutions européennes, longtemps profité du système. C'est quelque chose qu'on a entendu. Et que ce serait un peu facile aujourd'hui d'incriminer le système ensuite sans parler des responsabilités de la Grèce. Sur ces 2 points-là, j'aimerais vous entendre, parce que c'est le caractère démocratique ou non démocratique. Qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie, au fond ? Mais moi, je pense que cette question de la légitimité, mais il faudrait dire plutôt la question des légitimités, au pluriel, est la question même des conditions de possibilité d'une communauté politique démocratique. Ces conditions de possibilité tiennent à la manière dont on accommode à l'intérieur d'une communauté politique le dissensus minoritaire. La réalité est que dans une communauté politique démocratique constituée, prévaut ce qu'on appelle la loi de la majorité. Et la loi de la majorité, ça consiste simplement en ceci que la fraction de la communauté qui a été mise en minorité persiste néanmoins dans l'appartenance à la communauté. Et pour qu'il y persiste, il est requis que soit rempli un certain nombre de conditions d'arrière-plan, si vous voulez, qui ne sont presque jamais évoquées par les projets de construction formelle en chambre, alors qu'elles sont absolument décisives. Et ces conditions de possibilité d'arrière-plan sont des conditions qui tiennent à l'existence d'un affect commun d'appartenance qui va tenir la fraction minoritaire à l'ensemble, en dépit de ce que la fraction est minoritaire. Et ce que révèle la crise grecque, précisément, c'est que ces conditions de possibilité de l'existence d'une communauté politique européenne ne sont pas remplies et que nous avons eu là affaire à un choc de légitimité qu'il n'était pas possible d'accommoder autrement que par l'alignement brutal de la fraction minoritaire sur les réquisites de l'ensemble. Sandra Laugier. Donc, maintenant, je vais dire en quoi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je pense effectivement qu'il y a un problème avec le caractère démocratique des institutions européennes en tant qu'elles seraient vraiment l'expression de l'ensemble des citoyens de l'Europe. Et je crois que c'est quand même assez minimal de dire ça. Par contre, je ne pense pas, effectivement, et là, je pense qu'il y a des divergences sur la notion même de démocratie entre nous et à l'intérieur de la gauche, c'est-à-dire que la conception en fait que propose Frédéric Lordon, qui est en gros une sorte de sécession d'une minorité de l'Europe qui va affirmer sa souveraineté, est quelque chose qui, en réalité, ne correspond pas à ce qui est réellement voulu exprimer par les citoyens donc de Grèce et probablement d'Europe en général, puisque ce qui est vraiment intéressant et qui continue pour moi à être moteur politiquement dans ce que fait le gouvernement Tsipras, c'est vraiment l'idée de fonctionner avec l'ensemble des citoyens sous une forme donc horizontale, extrêmement démocratique, au sens où il n'y a pas finalement d'autre souveraineté que celle de cette diversité du peuple dans ses différentes aspirations. Ils ne veulent pas sortir, ça voulait dire, en fait, oui. Fondamentalement. Donc c'est ça que les Grecs auraient décidé de faire en suivant Tsipras. Et il me semble, en tout cas, c'est pas à moi de dire, ni à Frédéric de dire, ils veulent sortir ou pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est une position
de l'intellectuel que je trouve un petit peu difficile à tenir, de dire voilà, le peuple souverain grec veut sortir de l'euro. Je vois pas en fait en quoi on est nous en position de le dire. Et donc je pense qu'en réalité ça n'est pas non plus une position démocratique que de dire cela. Donc et je pense que et vous pensez que Frédéric Lordon tient ce discours-là, un peu de l'intellectuel au-dessus. C'est pas un démocrate. Attends, on va s'arrêter sur ce point-là, puis vous reprendrez Sandra Logier. Je ne dirais pas ça de mais pas un démocrate. Je ne veux pas. Je pense que je serais presque prêt à endosser ça. Mais non, évidemment. Poser la question, c'est y répondre. Évidemment, je n'ai aucun projet délirant de me substituer au peuple grec pour le ventriloquer et dire à sa place quel est son désir. En revanche, je pense que la question de savoir quel il est réellement est toujours extrêmement problématique. Oui, on a entendu répéter l'argument que les sondages indiquaient une très forte proportion de la population grecque désireuse de rester dans l'euro. On peut très bien reconstituer des raisons qui conduisent à un résultat de ce style, mais évidemment, on ne peut pas prendre pour argent comptant les résultats de sondage. On ne peut pas les prendre sans une critique minimale de ce que c'est qu'un sondage, du type d'opération que ça réalise. Pierre Bourdieu, il y a très longtemps déjà, avait dit des choses qui me semblent difficilement dépassables à ce sujet, et en particulier liées au fait que prendre un échantillon de population, lui poser de but en blanc une question, sans qu'il ait eu les moyens, notamment temporels, de se saisir de la question, de la travailler individuellement et collectivement, est une opération qui me semble à peu près nulle et non avenue. Moi, si vous voulez, la comparaison qui me vient systématiquement à l'esprit, c'est celle du référendum constitutionnel de 2005 en France. Lorsque vous posiez la question par voie de sondage à la population, comme on dit, au début janvier 2005, la réponse était oui à 60% et plus. Après 5 mois d'un débat intense qui aura été un moment démocratique mémorable dans la vie politique de ce pays, le vrai sondage post-débat, ça a été le verdict des urnes, et ça a été 54%. Alors, d'une certaine manière, on a un autre indicateur dans le cas de la Grèce, qui est le référendum du 5 juillet. Alors, évidemment, ce référendum, lui, reste marqué par toute une série d'ambiguïtés qui émanent du corps politique même, et qui tient en particulier à cette contradiction: vouloir rester dans l'euro, ne plus vouloir du mémorandum. C'est une contradiction qui est là, elle est dans l'opinion, etc. Bon, il n'empêche que le sondage a donné non au référendum à 60%, et, comme l'a fait remarquer Stathis Kouvelakis, le matraquage médiatique pendant toute cette période, qui culpabilisait les électeurs du non au motif que voter non, c'était voter pour la sortie de l'euro, a forcément été pris à quelques degrés au sérieux par les électeurs même, qui ont voté en connaissance de cause, me semble-t-il. C'est un début d'interprétation. On n'aura pas le fin mot de cette histoire. Mais ce que je veux dire en définitive, c'est que le débat sur la sortie de l'euro n'a jamais eu lieu en Grèce. Il n'a pas eu lieu pendant ces 6 mois. Parce que Tsipras ne voulait pas l'ouvrir, pour des raisons qui lui appartiennent. Et que la très grosse minorité de Syriza, qui s'appelle la plateforme de gauche, qui, elle, militait pour la sortie de l'euro, s'est tenue à carreau par solidarité gouvernementale. Donc, moi, j'attends que le débat ait lieu. Sandra Logier. Sur cet argument que j'ai lu, je trouve qu'il est quand même un petit peu pervers de dire que parce que certaines figures intellectuelles ou financières ont dit le non, ça voudrait dire, sous forme de menace, ça voudrait dire le Grexit, que les Grecs, en votant non, ont voté pour le Grexit. Je crois qu'il faut vraiment considérer là aussi que la parole de chacun, que ce que expriment les citoyens grecs est à prendre au sérieux totalement, et en particulier parce que, contrairement à ce que vous dites, il y a eu une vie démocratique et éducative intense tous ces derniers mois, avec je ne sais combien, si on sait combien, mais beaucoup de consultations de la population, un débat quand même extrêmement important. Les citoyens sont suffisamment éduqués, ils n'ont pas besoin d'avoir encore que les des citoyens éléments supplémentaires. ont choisi la servitude, de rester dans le rang, précisément, en connaissance de cause. C'est-à-dire en disant, nous préférons rester sur ce domaine-là. Pourquoi on ne leur ferait pas confiance? Ça ne pourrait pas être un choix. Mais nul ne peut l'exclure. Et en effet, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a
comment on interprète les dynamiques d'opinion et les dynamiques politiques en Grèce, comment on les interprète dans le cadre d'une analyse positive, n'est-ce pas ? On est bien obligé de constater que, en effet, le travail que le corps politique fait sur lui-même n'a pas conduit à une solution de sortie de l'euro, parce qu'il n'a pas conduit à la désignation des leaders politiques qui étaient porteurs de cette option, etc., etc. Et le fait s'impose. Ça, je veux dire, à tout le monde. Et vous ne leur reprochez pas d'être antidémocratique. Ah mais non, mais absolument pas. Alors, c'est pour ça que je pose la question de la démocratie. Oui, bien sûr. Alors évidemment, ça nous emmènerait dans un débat beaucoup plus lointain, qui est les conditions concrètes d'effectuation de la vie démocratique, c'est-à-dire l'univers médiatique, sondagier, etc., etc. Bon, mais ça serait un autre débat. Laissons-le de côté. Non, moi la position normative, la position normative que j'adopte. En effet, mais ça, si vous voulez, là pour le coup, mon droit à l'émettre me semble entier, dès lors que je n'ai pas la prétention délirante de me substituer aux préférences politiques de la population grecque. Enfin, faudrait être devenu fou. Mais ma position normative, c'est que, en effet, la solution économiquement et politiquement favorable, ça serait celle de sortir de l'euro. Et je le dis, voilà. C'est une question démocratique que vous posez au fond dans ce livre, Frédéric Lordon. C'est aussi une question que vous posez pour nous tous citoyens de l'Europe et nous tous citoyens du monde, à vrai dire, puisque vous dites que cette expérience a une valeur universelle. C'est une expérience de quoi ? Au fond, non seulement une expérience de la démocratie, de la légitimité, de la souveraineté démocratique, mais aussi, votre conclusion, c'est que nous faisons l'expérience que toute volonté réformatrice, pour vous, est vouée à l'échec. Et qu'il n'y a pas d'autre option que de renverser la table. Vous dites sortir de la cage plutôt qu'en repeindre les barreaux. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là, Frédéric Lordon ? Pendant très longtemps, j'ai tenu la position qui était celle finalement de la grande partie de la gauche qui avait voté non au traité constitutionnel en 2005, que ce que nous refusions, c'était cette Europe-là. Et qu'il fallait en changer, qu'il nous fallait une autre Europe, qu'il fallait transformer les institutions de l'euro. Depuis que la crise financière prolongée en crise européenne en 2010 s'est ouverte, j'ai acquis la conviction que cette Europe est intransformable pour des raisons extrêmement profondes qu'il faudrait prendre le temps de développer. Et que, en l'état, l'euro constitue le verrou tiré contre toute politique progressiste possible. On peut se livrer à cette expérience d'envisager tout élément de politique progressiste tant soit peu significatif, et on s'aperçoit qu'il rencontre de plein fouet l'une ou l'autre des contraintes du cadre institutionnel de l'euro. Et par conséquent, la chose, en l'état actuel, est sans solution. Sandra Laugier. Non, pour ma part, je pense que le fait que la Grèce reste dans l'Europe, qui est justement cet élément aussi dérangeant, est quelque chose qui, comme la présence de toute minorité agissante, est aussi un élément démocratique important. Alors bien sûr qu'on n'est pas content avec les institutions de l'Europe, mais je pense qu'on ne tient pas suffisamment compte, et je pense que c'est là peut-être le désaccord. Je pense qu'on ne tient pas suffisamment compte de la transformation vraiment des concepts, de la pensée politique qui a été opérée par ce qui s'est passé en Grèce. Donc en fait, vous voyez quelque chose de positif, en fait, aussi. Oui. Pas seulement négatif. Tout à fait. Non, par le fait qu'il y ait eu cette arrivée au pouvoir de ce gouvernement. C'est-à-dire sur le fait qu'on ait des nouvelles formes de vie politique, en fait, qui existent quelque part en Europe, où il y a un pouvoir qui tient réellement compte, donc qui essaye, puisque c'est toujours compliqué de le savoir. Oui. Qui essaye, mais Frédéric Lordon nous dit il essaye, mais il a échoué. Oui, vous dites non, finalement, il n'a pas échoué complètement parce que les choses ont été un peu transformées, ne serait-ce que dans la prise de conscience, dans la façon dont on fait de la politique aujourd'hui. C'est ça. Vous donnez l'impression que c'est super cucu, mais en réalité, c'est pas du tout. Il n'a pas encore dit ça, Frédéric Lordon. C'est pas du tout. Non, il vous regarde pour l'instant. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qui me semble, c'est que parler d'une sortie de l'Europe
pour la Grèce, c'est encore voir la politique dans les termes aussi des États-nations dont chacun va effectivement avoir... je pense qu'une partie de la discussion porte là-dessus, c'est-à-dire qu'il me semble que ce qui était porté par Tsipras est bien au-delà, donc du coup, de la Grèce ou même de l'Europe. C'est vraiment l'idée d'une réelle vie démocratique qui pourrait, pour moi, alors c'est peut-être très naïf, mais être étendue à l'Europe tout entière. Oui, et ce qu'il faut, c'est transformer transformer les institutions de l'Europe elles-mêmes. Pour Sandra Laugier, il croit encore. Frédéric Lordon, que répondez-vous à Sandra Laugier? Il y a deux sujets qui ont été... C'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne peut pas marcher. Il y a deux sujets qui ont été soulevés par Sandra Laugier. Le premier, c'est l'innovation politique que constituerait Syriza. Je veux dire, je suis moins optimiste que vous. Il est évident que dans l'arrivée au pouvoir de Syriza, il y avait un élément d'innovation, puisque c'est une espèce de cartel politique entre différentes organisations de gauche, mais qui s'est appuyé décisivement sur des mouvements sociaux, qui sont l'équivalent fonctionnel du mouvement des places en Espagne, etc. On est obligé de remarquer cependant que dès lors que l'arrivée au pouvoir s'est faite, la dynamique politique de Syriza a muté pour redevenir d'un modèle d'un très grand classicisme, c'est-à-dire le parti majoritaire, d'où émane le leader qui gouverne, avec une opposition interne, etc. Personne n'a grâce à vos yeux, quoi. Mais c'est-à-dire... Ils sont revenus devant les électeurs. Ils sont venus devant les électeurs combien de fois? Il n'y a pas ça dans les autres pays européens. Mais dans quelles conditions? Il faut savoir pourquoi Tsipras revient devant les électeurs pour le référendum. On le sait désormais, et moi je dois dire que sur le coup je m'y suis laissé tromper. Tsipras revient devant les électeurs pour le référendum avec l'espoir inavouable que c'est le oui qui va l'emporter. N'est-ce pas? Pour pouvoir valider la reddition sans condition du gouvernement grec à l'Eurogroupe. Il l'a dit, ça? C'est Yanis Varoufakis, dans une interview parue quelques mois plus tard, qui a lâché le morceau, et tous les gens de la plateforme de gauche, devenue la gauche unitaire, vous le confirmeront également. Bon, par ailleurs, le retour devant les urnes est quand même extrêmement paradoxal, puisque il s'agit de sortir d'une situation dans laquelle Tsipras ne peut plus faire voter les dispositions qu'il est contraint par l'Eurogroupe de faire adopter, qu'avec le secours de certaines fractions de la droite au Parlement grec. C'est quand même tout à fait problématique. Il est reconduit dans les conditions que l'on sait. Mais le problème, évidemment, n'est pas réglé pour autant, tant et si bien que Tsipras se voit de nouveau confronté à l'obligation de passer des compromis avec les fractions de droite du même Parlement. Et à la fin des fins, il a été élu sur la promesse de relever la population grecque de la logique mémorandaire, et cette promesse ne pouvait pas être tenue. Elle ne pouvait pas l'être dès le début, car elle était autocontradictoire. On ne se relève pas des mémorandas en restant dans l'euro. Oui, je voudrais revenir peut-être, Frédéric Lordon, sur un mot que vous avez utilisé au début, pour lequel je vous trouve assez optimiste. Vous avez dit qu'il y a eu une révélation avec cette affaire grecque, et tout d'un coup, tout a été mis à nu. Une apocalypse même, dit Frédéric Lordon dans son livre, au sens de révélation. Donc, en admettant que ce soit vrai, sur le plan théorique, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que cette expérience ait effectivement joué son rôle de révélation pour, disons, la majorité des Français, par exemple, et que l'on est revenu, finalement, même s'il y a eu un moment donné où peut-être il y a eu quelques inquiétudes, tout recommence un peu comme avant, sur le plan en tout cas de ce qui est visible, et la question sous-jacente à cette question est de savoir si ce qui s'est passé dimanche dans les urnes, en France, n'est pas le résultat indirect de cette incapacité peut-être à saisir la question théorique et simplement un réflexe pour contrer ces positions européennes. Tout recommence par avant, c'est le propre des systèmes politiques de représentation et de tous leurs effets de capture et de dépossession. En effet, ceux qui sont désignés comme nos représentants et nos gouvernants, avec les options qu'on leur connaît, font tout, et les institutions les y aident en leur apportant tout leur poids, font tout pour que rien ne change. Alors, le travail de l'opinion, il se fait sous les écrans radars.
Et puis de temps en temps, lorsqu'une occasion politique se présente, il fait violemment résurgence. Et alors là, l'oligopole du discours autorisé est dessillé d'un coup et prend conscience de tout ce qui lui avait échappé. Ça avait été le cas en 2005 au moment du traité constitutionnel. Et je pense que c'est le cas de nouveau. C'est-à-dire, cet effet de révélation fait son chemin. Il va le faire. Il le fait souterrainement. Le choc a été tellement violent que même un philosophe aussi notoirement pro-européen que Jürgen Habermas s'est ému de la violence institutionnelle qui avait été déployée dans le cadre européen et notamment par l'Allemagne. Ces choses-là ne peuvent pas rester sans suite. Alors, à quel terme vont-elles faire résurgence ? Ça, nul ne saurait le dire. Mais est-ce qu'au fond, Frédéric Lordon, ça n'est pas à la démocratie représentative que vous vous en prenez, plus largement ? Écoutez, je pense que une communauté politique nombreuse ne peut pas faire l'impasse, quelle que soit sa forme organisationnelle, sur un certain degré de représentation. Mais enfin, précisément, les formes par lesquelles on accommode la nécessité de la représentation sont extrêmement variables et font de très sérieuses différences. On est bien obligé de constater que les formes dans lesquelles nous vivons depuis, disons simplement la Ve République, mais en fait il faudrait remonter bien avant dans le temps, sont désormais tout à fait désastreuses, car c'est une représentation qui ne représente plus rien. Sandra Laugier. Oui, je crois que ce qu'on a vraiment dans ces discussions, et c'est en cela que la Grèce reste un révélateur, et je ne pense pas par ailleurs que la Grèce soit responsable des résultats des dernières élections régionales. Je n'ai pas vraiment entendu ça. Non, mais la question de la représentation se pose dans les dernières élections régionales. C'était la question puisqu'on a parlé dans ce vote Front National d'un rejet aussi de ce que représentait le système. Je ne dis pas qu'il y a de lien direct, mais malgré tout, puisque cette révélation n'apparaissait pas de manière très visible, on peut penser qu'elle chemine souterrainement, comme le laissait entendre Frédéric Lordon, me semble-t-il. En tout cas, je crois que ce que nous continue à nous donner cet exemple, c'est vraiment quand même la vision de quelque chose qui serait une vie démocratique, donc ancrée en fait comme au départ dans ces mouvements sociaux, et avec cette possibilité aussi de l'expression du peuple, mais de façon éclairée. Et éduquée comme une expression comme vous démocratique le disiez, autre, une expression là démocratique. Où quelque chose s'est terminé pour vous, Frédéric Lordon. Moi, je dirais que les formes acceptables de la représentation sont celles qui font vivre la différence et qui autorisent le surgissement de propositions différentes. Car la démocratie, me semble-t-il, l'une de ses propriétés tient à ce que la différence y est toujours possible. Il doit toujours y avoir ouverte la possibilité de faire différemment. Et dans un système de représentation qui, comme le nôtre, a organisé l'indifférenciation tendancielle, alors nous rencontrons un très sérieux problème qui a pour conséquence que la moindre proposition de différence réelle, fût-ce la pire, celle du Front National, se trouve massivement investie. Et c'est ça la pathologie de notre système de représentation actuel. Car tout porte à croire que les Tchécars ont toute la France contre eux et bien avant que ça reparte. Et on a noyé dans des litres d'essence le souvenir borgne de l'innocence, en équilibre sur un fil de feu, comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire quand tout crame. C'est même pas une réponse à la hauteur du tram. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste. Quand le quartier fait même peur à la peste. Si ça étonne encore la rumeur, c'est la colère qui vous porte, Frédéric Lordon ? Alors c'est ça, parce qu'il y a cette énergie dans la rumeur, mais c'est une énergie très politique, c'est une énergie politiquement mise en forme. C'est pour ça que la rumeur est un groupe à tous égards admirable, puisque je pense que le rap est le vecteur de politisation de la banlieue. Il y a une vie politique en banlieue, mais dans des formes qui demandent à être développées, et un rap du type de celui de la rumeur précisément permettrait ça.